parti. Excellent. Parfait. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parce que je l'ai partagé. Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la formation sur les médias sociaux, spécifiquement réalisée pour les membres de la Fédération Histoire Québec. Rapidement, donc moi je suis Delphine Andrieux, je suis agente aux communications au CQL depuis bientôt 3 ans, le mois prochain, et je suis dans la communication depuis un peu plus de 10 ans. Donc, le CQL, donc, qui est un regroupement national qui représente donc 38 organismes nationaux de loisirs, dont la Fédération Histoire Québec en fait partie, lequel rassemble en fait plus de 5200 organisations locales et régionales qui sont supportées par des centaines de milliers de bénévoles. Nous, on soutient, enfin, on crée des programmes, donc, dont les programmes de formation. Le programme également de d'AFA, donc c'est le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. On a également le programme et du loisir, qui est un répertoire d'activités parascolaires de loisirs. Le programme également Femmes en loisirs et loisirs inclusifs. Également, on organise les prix reconnaissance en loisirs, dont si vous voulez leur participer, en fait, donner votre candidature, vous avez jusqu'au 1er décembre 2025. Et la cérémonie des prix reconnaissance sera réalisée durant le Forum québécois du loisir qui aura lieu le 17 et 18 mars prochain et dont les inscriptions sont également ouvertes. Donc l'objectif de la formation, tout d'abord, ça va être de comprendre les plateformes principales et leur public. Ensuite, de créer des publications engageantes. Donc comment on va vous donner des conseils pour qu'elles soient engageantes. Planifier et organiser donc son contenu. Découvrir des outils pratiques pour gagner du temps. Et également adopter les bonnes pratiques et éviter les pièges. Donc, pour comprendre les différentes plateformes, il faut comprendre en fait les particularités de chacune. Donc, on va commencer par Facebook. On va parler des réseaux en fait les plus connus, notamment Facebook. Donc, le public cible, c'est vraiment des adultes de 30 à 65 ans avec donc des communautés locales, mais également des familles et des citoyens engagés avec un ton de rédaction plutôt convivial, rassembleur et informatif. Donc ça, c'est vraiment le ton que vous devez donner à vos publications et à vos textes sur Facebook. Et l'objectif, c'est vraiment de créer du lien communautaire et de fidéliser en fait une audience diffusée et diffuser en fait des événements ou des actualités. Ensuite, pour Instagram, le public cible, c'est plutôt des 18. Excusez-moi, j'ai oublié de changer la slide. Pour Instagram, donc on parle plutôt aux 18-35 ans, donc des créateurs, des artistes, des adeptes du visuel, parce qu'Instagram, c'est vraiment quelque chose de très visuel. Euh, et surtout, en fait, des jeunes adultes. Donc, on est plus jeune, une cible plus jeune que Facebook, et un ton de rédaction en fait plus inspirant, créatif et direct. Dans l'objectif vraiment, c'est de valoriser l'image de marque ou d'organisation et de promouvoir en fait visuellement des activités, des produits et attirer en fait par l'esthétique. L'esthétique, donc d'où le visuel qui est très important sur Instagram. Après, on note que 76% des internautes québécois sont sur Facebook et seulement 39% sur Instagram. Ça, c'est une enquête de Net Tendance de 2024. Ensuite, donc pour un réseau plus professionnel, donc nous avons LinkedIn. Bien sûr, public cible sont les professionnels, les gestionnaires, mais également les organismes et les partenaires institutionnels. Donc là, on va utiliser un ton vraiment plus professionnel pour plus de crédibilité et un ton également réfléchi. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur votre expertise et d'établir des partenariats, de recruter, de faire rayonner les initiatives ou les projets structurants de votre organisme. Ensuite, nous avons YouTube, public cible, donc un public très varié selon le contenu, donc qui peut être éducatif, divertissant. Ça peut être des tutoriels, des événements. Donc on sait que sur YouTube, il y a vraiment de tout. Donc là, un ton de rédaction plus narratif ou démonstratif, clair et accessible. Et là, on va vraiment être plus focus sur la vidéo.
pour YouTube. Donc l'objectif, c'est vraiment d'expliquer, de montrer, de documenter, de toucher. Ben, voilà, on parle de, comme je vous le dis, c'est vraiment de toucher par de la vidéo longue. Donc là, on a mis entre parenthèses des témoignages, des reportages, vraiment pour montrer en fait votre expertise. Ensuite, nous avons TikTok. Donc là, on parle plus aux jeunes, donc aux plus jeunes, entre 13 et 30 ans, donc avec ça peut être des participants pardon, potentiels, des animateurs et des influenceurs sur TikTok. Donc encore une fois, c'est plus de la vidéo, mais là, cette fois, de la vidéo courte. Donc le ton de rédaction, c'est plutôt dynamique, créatif, un ton plutôt léger et de faire participer en fait les gens pour qu'il y ait plus d'engagement au niveau des vidéos. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer de la visibilité rapide et virale et de promouvoir des activités ou des événements courts et puis d'engager également les jeunes par le storytelling visuel et des défis interactifs. Donc, encore une fois, pour l'engagement. Ensuite, on a le réseau social Blue Sky. Donc là, c'est encore une fois des jeunes adultes euh, militants du libre accès aussi et des professionnels engagés. Donc là, le ton de rédaction, c'est plutôt réfléchi, engagé et expérimental. Et l'objectif, c'est vraiment d'explorer des idées en marge, de parler de l'avenir, de justice sociale, d'inclusion, euh, voilà, en dehors des canaux traditionnels. C'est vraiment un canal. Bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup d'adeptes, je dirais, plus que sur les autres réseaux, mais en tout cas, voilà, il est en devenir. Au niveau des fréquences, donc et des formats recommandés pour les réseaux sociaux pardon qu'on vient de voir. Donc pour Facebook, on parle plus de 3 fois par semaine, plutôt d'un format texte et photo, et également des vidéos courtes. On peut aussi, bah, voilà, parler d'événements et puis réaliser des stories. Et le meilleur moment, c'est vraiment en soirée ou les fins de semaine. Après ce tableau, ce sont vraiment des statistiques, c'est vraiment des généralités sur chacune des plateformes. Donc, ça pourrait complètement être totalement autre chose pour vos organismes. Le plus important, en fait, c'est de tester, en fait. C'est vraiment, vous allez voir quand est-ce que il y a le plus de vos abonnés, en fait, qui réagissent à vos publications. Donc pour continuer, on parle également d'Instagram. Donc là, c'est plus 4 fois par semaine environ. Donc avec des formats plutôt, comme je vous disais auparavant, des photos, des carousels, des réels, des reels comme on dit ici, ou encore des stories. Et là, le moment de publication, c'est plus la matinée ou en soirée, en semaine. Sur LinkedIn, donc plus 2 fois par semaine, avec des articles, des infographies, mais aussi des photos et des vidéos corporatives. Donc là, comme je vous disais, c'est vraiment très professionnel. Et le moment le plus opportun, c'est en semaine et pendant les heures de bureau. Donc si vous voulez, par exemple, que votre publication soit plus vue sur LinkedIn, je pense que le mieux, ça serait par exemple durant l'heure du lunch où peut-être les professionnels vont prendre leur téléphone et puis scroller sur leur téléphone, quoi. Ensuite, nous avons YouTube, donc là, 2 fois par mois. Donc là, c'est 2 fois par mois parce que c'est un travail de plus longue haleine de créer des vidéos. Donc, comme je disais, des vidéos longues, des playlists thématiques et plutôt en fin d'après-midi. Parce que là, les personnes, bah, on va sur YouTube plus en fin d'après-midi que pendant son temps de travail. Ensuite, pour Blue Sky, on parle de 3 fois par semaine, donc avec des textes courts, des échanges interactifs et des infographies, et plutôt le matin et en début de soirée. Et pour terminer, TikTok, plus 4 fois par semaine avec des vidéos courtes, dynamiques, des tutoriels rapides et la mise en avant en fait des coulisses de comment ça se passe en fait dans vos organismes et plutôt en après-midi et en soirée pour la publication. Donc ensuite, nous allons passer à comment créer des publications engageantes.
Donc, il faut d'abord structurer un bon message, donc avec une accroche. Donc, ce qu'on appelle une accroche, c'est vraiment une phrase courte, claire et percutante qui donne envie de lire la suite. Et d'utiliser en fait une émotion, une question ou une donnée marquante. Exemple, savez-vous que 70% des gens découvrent une activité grâce aux réseaux sociaux? Et puis, l'essentiel aussi, c'est d'éviter les débuts trop génériques. Il faut entrer directement en fait dans le vif du sujet. Ensuite, concernant le contenu, il faut présenter l'essentiel en quelques phrases. Donc, mettez de l'avant en fait le bénéfice pour le public plutôt que la simple description de l'activité. Par exemple, une activité gratuite pour redécouvrir votre patrimoine local. Ça, c'est une phrase en exemple. Et utilisez un ton cohérent avec votre organisme. Est-ce qu'il est chaleureux, accessible, professionnel? Euh, voilà. Et intégrer un appel à l'action dans votre message. Donc, toujours terminer par une action claire, c'est-à-dire s'inscrire, partager, venez nous voir, par exemple, commenter, etc. Je vais vous donner un exemple de phrase. Donc, c'est réservez votre place dès maintenant ou dites-nous quelle activité vous attire le plus. C'est vraiment pour créer de l'engagement. Et un seul appel à l'action par publication suivi, sinon trop de choix, en fait, va diluer l'engagement. Concernant les visuels efficaces et cohérents. Donc, le visuel est souvent le premier élément remarqué dans une publication. C'est pourquoi il doit capter l'attention et soutenir le message. Donc, les posts avec photos ont sur Facebook plus de 114 d'impressions que des liens simples comparables pour les autres plateformes. Donc, il contribue à l'identité visuelle de votre organisme. Donc, dans votre visuel, il faut que vous intégrez les couleurs, les typographies pour avoir un style cohérent avec votre charte graphique, notamment, et pour que votre visuel, en fait, soit reconnu quand on voit la publication. Par exemple, on dit, ah bah tiens, ça c'est Fédération Histoire Québec qui a publié, qu'on le voit en fait en un clin d'œil. Euh, c'est ça. Donc, un visuel réussi, en fait, c'est un visuel qui est simple, lisible et aligné avec le ton et la mission de votre organisme. Et miser sur la cohérence plutôt que sur la perfection graphique. Donc, une image authentique et bien cadrée a souvent plus d'impact qu'un visuel trop travaillé. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on aime ce qui est plus humain, en fait. Si vous prenez des photos des personnes qui travaillent réellement dans votre organisme, ben ça va attirer peut-être plus d'abonnés, en fait. Oui, c'est ça. Donc, pour travailler ces visuels, vous pouvez utiliser des outils accessibles comme Canva ou Adobe Express. Donc, il va vous permettre d'assurer en fait cette constance tout en gagnant du temps. Donc, on va parler des outils un petit peu plus tard. Pour vous donner quelques astuces, donc publier au bon moment selon la plateforme, comme on a vu auparavant. Ajouter des mentions, donc des tags de partenaires ou d'organismes pour élargir la portée. Miser sur des formats favorisés, donc vidéo courte, carrousel ou image verticale, encore une fois, comme on a vu auparavant, pour que ça colle en fait au réseau social là où vous publiez. Et rédiger des textes engageants. Donc, c'est-à-dire poser des questions, enfin une question, pardon, susciter la réaction ou l'identification. Donc, ce qui fonctionne, un visuel clair, centré sur un seul message. Le visuel n'a pas nécessairement besoin d'avoir une seule image. Par exemple, un carrousel, c'est plusieurs images, mais la première image de votre carrousel doit être quand même assez percutante pour intéresser l'abonné à voir un peu plus loin. Des images authentiques, donc comme je vous disais, des personnes, des bénévoles, durant des activités, des moments vécus, des images historiques et également des visuels cohérents dans la mise en page et les couleurs et les textes cohérents avec votre mission. Euh, c'est ça. Donc, ce qui fonctionne le moins, c'est trop de texte dans l'image
ou dans la publication, sauf dans certains cas pour le texte. Vous pouvez quand même mettre genre du texte pour expliquer là s'il y a vraiment si c'est vraiment nécessaire. De surcharger visuellement ou d'accumuler des photos dans un visuel, ça fonctionne très peu. Et un style graphique et rédactionnel incohérent d'une publication à l'autre. Comme je vous disais auparavant, c'est pour ça que c'est important que ça colle à votre charte graphique, à votre identité visuelle de votre organisme, pour avoir une cohérence. Au niveau de la planification de contenu, hop, donc j'espère que je vais pas trop vite. C'est bon? Ok. Donc pourquoi planifier vos publications? Pardon. Donc, la planification permet de gagner du temps, d'assurer une régularité. Donc, par exemple, avec Meta, vous pouvez publier simultanément sur Facebook et sur Instagram. Et ça permet également d'éviter des publications improvisées et de permettre le travail d'équipe, notamment avec Meta. Vous pouvez mettre votre publication en brouillon, par exemple, pour demander à un de vos collègues avec qui vous travaillez de faire une relecture avant de publier en fait sur le réseau. Euh, Ensuite, la planification aide à mieux équilibrer les contenus, donc de l'information, de la valorisation, des remerciements, de la participation et une présence pardon, ça permet une présence constante, même qu'elle soit minimale, mais elle renforce également la visibilité et la confiance de votre communauté. Donc, donc, pour mieux équilibrer les contenus, information, valorisation, remerciement, participation. Au niveau des outils simples pour planifier et publier, donc comme je vous parlais précédemment, on a Meta Business Suite, vous pouvez planifier sur Facebook et Instagram et vous pouvez avoir des aperçus des statistiques pardon, des deux plateformes. Ensuite, nous avons Metricool et Sprout Social et Hootsuite, qui sont des outils tout en un pour programmer et analyser. Et on a également ChatGPT, donc pour rédiger ou reformuler des textes de publication plus efficacement. Mais faites bien attention à relire et à adapter en fait le message que propose ChatGPT pour qu'il ait plus d'impact également. Et plus vous l'utilisez en mode connecté, et plus il vous sera utile et il sera en mesure en fait de suivre et de comprendre votre ton et votre style de rédaction. Au niveau de ChatGPT, Jean m'a confirmé que vous allez avoir une possibilité d'avoir une formation donnée par Fédération Histoire Québec, ben, par Jean, je crois. Voilà, c'est ça, Entendu. prochainement. Euh, donc ensuite, pour la boutique Meta, donc via Business Suite, pardon, excusez-moi, donc ça va permettre la monétisation de produits physiques uniquement. Pour utiliser la boutique Meta pour une société d'histoire, vous devez créer une page Facebook professionnelle et un compte Instagram, puis utiliser la Meta Business Suite pour créer un catalogue de produits liés à l'histoire, comme des livres, des reproductions, etc., et les organiser en collection. Donc, vous pouvez ensuite partager ces produits sur votre page Facebook que vous avez créée euh, pour pouvoir en fait créer cette boutique et également sur votre compte Instagram. Et vous pouvez même utiliser en fait les annonces de Business Suite pour augmenter la visibilité auprès d'un public ciblé pour votre boutique. Concernant la boîte à outils pour les organismes culturels et historiques, donc nous avons donc les bibliothèques de visuels et gabarits. Donc, vous pouvez utiliser vos collections déjà existantes et votre bibliothèque interne qui va permettre en fait une centralisation et une classification de vos photos, de vos visuels et de vos modèles que vous avez créés au préalable. Également les fonds patrimoniaux et libres de droit pour des photos de collection, les documents historiques, des fonds d'archives comme la BNQ ou la Bibliothèque et Archives Canada
et utiliser en fait un filigrane Canva pour un usage sûr afin qu'on s'approprie pas en fait vos photos gratuitement. Également les images libres de droit comme Pexel, Unsplash, des photos en fait aussi, également du domaine public et on a également Wikimedia Commons. Et des applications utiles comme Adobe Scan, Photoscan, en fait, qui va permettre de scanner votre photo pour une numérisation rapide. Et vous pouvez également retoucher en fait rapidement et simplement via Canva, où il doit certainement exister d'autres applications gratuites pour réaliser ces retouches. Concernant les modèles et types de publications, donc les types de modèles que vous pouvez préparer, donc visuel et structure de texte, pour des événements à venir, par exemple. Un visuel, ça va être un visuel avec des dates, le lieu, les infos pratiques et une structure des informations dans le texte. Euh, les nouvelles et actualités, donc les nouvelles qui vont être mises en avant des projets ou des réalisations de l'organisme. Vous pouvez mettre le titre dans le visuel ou non, c'est pas une prérogative. Et qu'est-ce qui doit apparaître? Et vous vous demandez en fait qu'est-ce qui doit apparaître en premier dans le texte. Et au niveau des actualités, donc pour contourner en fait la censure des sites de presse sur Facebook notamment, vous pouvez faire une capture d'écran ou faire un lien indirect via votre site web. Concernant les remerciements, donc des remerciements, en fait, ça peut être des remerciements pour les bénévoles, les partenaires, les donateurs. Vous pouvez mettre des photos en fait du bénévole et son nom dans le visuel. Et par exemple, si c'est un partenaire, demandez si vous pouvez mettre son logo sur votre visuel. Concernant les témoignages et ou citations inspirantes, vous pouvez vous demander quel sera le visuel, comment la citation ou le témoignage se développe ou reflète dans le texte et quel est le contexte. Donc, chaque modèle doit inclure votre logo, encore une fois, les couleurs et les typographies de votre organisme pour maintenir une cohérence visuelle et pour le texte, la structure et le ton doit correspondre à celle de votre organisme. Concernant les outils et applications utiles, donc on a Canva pour créer des visuels et des gabarits simples. Donc là, on a indiqué Canva solidaire. En fait, vous pouvez faire une demande pour que votre organisation puisse l'utiliser gratuitement. Donc, c'est-à-dire avoir la fonction pro de Canva, mais gratuitement. Donc là, vous pouvez faire il y a le lien, donc quand on vous enverra le document, vous pouvez accéder au lien et faire votre demande si nécessaire. Vous avez également Google Drive qui va permettre de centraliser vos documents et vos visuels. YeText pour styliser vos textes de publication, pour le mettre en gras, en italique, etc. Vous avez Adobe Color donc pour vérifier l'accessibilité visuelle et également avoir des palettes de couleurs cohérentes. Si vous en avez pas encore une fois avec votre organisme, si votre organisme n'a pas d'identité visuelle propre. Euh, Bitly qui vous permet de raccourcir vos liens et également Asana ou Trello pour l'organisation et le suivi de vos publications, mais vous pouvez tout simplement utiliser aussi un fichier Excel que vous pouvez partager dans le Drive. Ça fait aussi très bien l'affaire. Concernant les bonnes pratiques et les pièges à éviter, donc utiliser un ton institutionnel ou chaleureux selon la cible et la plateforme. La cible, ça peut être des jeunes, des aînés, des partenaires. Il faut adapter son ton en fonction de la cible et en fonction de la plateforme. Donc, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, etc., comme on a vu auparavant.
Il faut que le message soit concis et clair pour éviter la surcharge de texte et le contenu trop promotionnel. Et l'importance, encore une fois, de la cohérence visuelle et rédactionnelle à travers toutes vos publications sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse vous reconnaître qui est un fil conducteur. Alors, identifier la personne en charge. Donc, quelles sont les responsabilités principales? Donc, création et publication de contenu. Euh, L'exigence et le profil, ça va être plus des compétences en communication et rédaction. Et c'est ça. Ensuite, la suivi des interactions et réponses aux commentaires. Donc ça, c'est notre responsabilité. Là, l'exigence, ça va être plus de connaître en fait les bases des outils et responsabilité, encore une fois, de la planification et de l'analyse des performances. C'est la capacité à travailler en équipe, donc bénévolat ou poste rémunéré. Toutes ces responsabilités, ça peut être genre une seule personne également. Et l'implication des jeunes, ça va valoriser la participation dans les projets liés et de également structurer les responsabilités, pardon, l'autonomie et les bénéfices et les qualités en fait de l'expérience. Des bonnes pratiques supplémentaires, donc ça va permettre de définir clairement le rôle de chaque contributeur dans la gestion des réseaux sociaux, si vous avez plusieurs personnes qui gèrent vos réseaux sociaux. De former ou accompagner la personne responsable pour éviter les erreurs. De planifier un suivi régulier, donc l'analyse des statistiques qui va permettre un ajustement des contenus et un retour de de la communauté et de permettre de connaître en fait et d'encourager l'audience, d'inviter les personnes qui interagissent à suivre vos pages et encourager vos abonnés à inviter leurs amis et également encourager la créativité et l'initiative tout en respectant la ligne éditoriale et la mission de l'organisme. Et engager votre communauté en répondant aux commentaires et stimuler les échanges. Donc, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Donc, c'est pour ça que les responsabilités peuvent être partagées avec certains de vos collègues qui travaillent avec vous. Donc, pour faire une petite synthèse, parce que j'étais quand même rapide. Donc là, on vous a mis une liste de contrôles. Donc, avant de publier, identifier les plateformes pertinentes pour votre public. Donc, définir clairement la personne responsable des réseaux sociaux. Donc, quelles sont ses tâches, les responsabilités. Euh, Créer un calendrier de contenu réaliste, donc avec des dates, des types de publications et puis des thèmes récurrents, comme on a vu précédemment avec des événements, etc. Euh, Ensuite, donc préparer des visuels cohérents et attractifs. Vérifier l'accroche, le contenu et l'appel à l'action de chaque publication. N'oubliez pas, il faut seulement un appel à l'action par publication. Utiliser des outils adaptés pour gagner du temps, comme la Meta Business Suite, Canva, Google Drive, etc. Pendant la publication, donc publier au bon moment selon la plateforme. Ajouter des mentions et des hashtags pertinents. Euh, Maintenez un ton et un style cohérent et respecter la mission et la ligne éditoriale de l'organisme. Après la publication, donc, suivez les statistiques et analysez la portée de vos publications. Ça va vous permettre d'ajuster en fait le contenu et la fréquence selon les résultats de vos statistiques. Euh, Recycler aussi les publications pour maximiser l'impact parce que parfois on se dit souvent ah ben on va pas publier deux fois la même chose. Mais souvent, en fait, tous vos abonnés ou toutes les personnes n'ont pas vu la première publication que vous avez faite. Donc, c'est intéressant, en fait, de recycler vos publications, que ça peut être la même, mais vous pouvez la retravailler pour qu'il y ait plus d'impact si vous avez vu que les statistiques étaient pas forcément à votre convenance. Et également encourager, en fait, l'engagement et la participation du public.
notamment avec des appels à l'action. On va pouvoir passer aux questions. On a des questions, commentaires, des cas particuliers à explorer ou des enjeux qui se posent dans vos propres organismes qui pourraient être adressés ce soir. Louise HP, si vous voulez bien ouvrir votre micro et vous présenter. Oui, Louise Huarpic de la Oui. Société historique de Saint-Prosper. Je trouve ça très intéressant, tout ça, là. C'est une marche à suivre qui est complète, là, puis les checklists, puis tout ça. Alors, ça nous évite de marcher un peu à l'aveuglette. Euh, la question est, vous avez parlé que je peux avoir Canvas gratuit, Oui, tout à fait. Vous pouvez faire une demande en fait pour avoir Canva gratuitement. mais la demande doit être faite au nom de la société ou Oui, est-ce que je peux le faire sous mon nom? non, au nom de la société. Ah. Puis, on, je pense bien que quand on achète Canvas, euh, je ne sais pas si j'ai le choix de faire ça gratuit, là. Est-ce qu'il y a une place? Parce que quand tu vas sur l'Internet puis tu achètes Canvas, ben là, ils te disent le prix puis c'est fait, là. Ben, en Est-ce qu'il fait, y a une adresse particulière? oui, tout à fait. En fait, quand on va vous envoyer la présentation que je vous ai montrée maintenant, vous allez avoir le OK, lien directement en fait pour accéder à Canva, ce qu'on appelle Canva solidaire, pour faire votre demande. c'est bien. Oui, OK. Et oui, je pense que ça serait important d'en avoir une copie de tout ça parce que là, j'ai pris des notes vite, vite, là. Mais C'est rapide. oui, très rapide. Puis je trouve que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh, tous ces outils-là font partie là, aussi de qu'on peut utiliser là, pour l'intelligence artificielle. Alors non, je trouve que c'est ouf, votre ça arrive dans le bon temps là, parce qu'on utilise les, euh, les affaires sociaux, là, les médias sociaux de plus en plus. C'est incroyable. OK, merci, c'est tout. Avec plaisir. Oui. Merci Louise. Ok, Delphine, on a une question dans le clavardage. Vous Oui. n'avez pas parlé du site web. Oui, ce soir, c'est vraiment les médias sociaux. Est-ce que c'est pertinent d'avoir un site web aujourd'hui et comment on l'articulerait dans cet environnement multiple que sont les médias sociaux? Est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir un site web en 2025? Alors, il y a certaines sociétés qui n'ont pas de site web. Ils mettent le lien en fait de leur page Facebook Mhm. souvent. Euh, mais d'après moi, mais ce n'est que mon avis, je pense que c'est quand même important d'avoir une page en fait où vous avez l'ensemble des informations nécessaires et notamment comme on l'a dit lors de la présentation, si vous avez un article dont on parle de vous, en fait, un article média, c'est mieux de le mettre sur votre site, par exemple, pour créer en fait des liens en fait entre votre site et vos médias sociaux. Mais vous pouvez toujours faire une page Facebook et vous pouvez vous passer du site si c'est pas nécessaire. Mais votre site peut aussi faire seulement une page pour présenter votre organisme. C'est C'est comme. maintenant, ah oui, ce que j'ai, enfin, on va voir également je vais rebondir, pardon, on va voir une formation qu'on va donner certainement en début d'année 2026 sur l'introduction à Canva. Et maintenant, ce que Canva propose aussi, c'est de créer votre site web à travers Canva. Et en fait, voilà, c'est de plus en plus simple en fait d'avoir un site web et puis qui peut être hébergé par Canva. Bon, le nom de domaine va pas être fédérationhistoirequebec.qc, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de le savoir. Puis quand on a fait le site, quand on a refait les sites web Histoire Québec, il y avait aussi cet enjeu d'offrir une vitrine un minimum pour les membres qui ne voulaient pas forcément avoir un site lourd, mais au moins une page répertoire quand même assez mobile, assez souple pour mettre des images, mettre des infos, les tenir à jour. Donc c'était l'enjeu qu'on avait. Commentaire très intéressant de Société de l'Histoire forestière du Québec.
c'est un problème de n'avoir que Facebook, selon cette personne. Cela rend Mhm. vulnérable en cas de problème avec Facebook. Il y a cet enjeu. Il y a aussi le fait que Ok. si un jour Facebook disparaît ou si Facebook devient encore plus restrictif en termes d'usage à l'extérieur, le, juridiquement, vous restez propriétaire des images que vous publiez, mais elles perdent vous perdez le contrôle quand elles sortent sur les médias sociaux. On avait un autre commentaire. A-t-on une idée des efforts à consacrer par semaine, par mois sur les médias sociaux? Delphine, quelle est la pratique dans les organismes à but non lucratif avec lesquels vous travaillez en général au CQL, pas forcément en culture, mais en général? Bah, en général, tout va dépendre de votre objectif. Si ça va être de la notoriété, si bah, c'est souvent de la notoriété, mais je dirais la question c'est combien de temps par semaine ou par mois, c'est ça? Mhm. Ça prend quand même pas mal de temps, mais vous pouvez commencer comme petit en vous disant bah, il faut que je publie au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine pour commencer en fait à vous créer une visibilité sur les réseaux sociaux. Je peux pas parler en termes de temps parce que ça va dépendre de sur combien de réseaux sociaux vous voulez être. Ça va dépendre bah, encore une fois, comme j'ai dit, de l'objectif. Ça va dépendre des personnes, en fait, qui sont investies dans les réseaux sociaux. Si vous êtes tout seul, bah, ça peut vous prendre vous pouvez prendre une journée pour créer vos publications pour la semaine. Enfin, pour la semaine, pour le mois, pardon, si vous en publiez une ou deux par semaine sur un seul réseau social. Mais je vais pas vous cacher que ça prend du temps d'être sur les réseaux sociaux. Pour Mais créer le visuel, pour rédiger les textes. euh, voilà. ce que tu soulignais très bien dans la formation, c'est que euh, ça peut être effectivement une complexité dans le portrait actuel de vos équipes, mais on peut aussi le voir comme une porte ouverte à avoir des nouvelles compétences, des gens qui ont des habiletés ou de l'habileté ou du goût pour les médias sociaux, pour faire des petits montages visuels, faire des petits textes de médiation, et le rôle des personnes actuelles qui n'ont pas forcément un appétit pour les médias sociaux pourrait être alors de valider avec toutes les astuces que Delphine nous a montrées pour avoir un processus de rédaction première, validation, mise en place qui est permis notamment par la plateforme Meta. Euh, donc si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est probablement qu'il y a une fiche de bénévolat une fiche de poste bénévole à mettre en place. Puis là, je vous renvoie aux formations qu'on a faites sur le recrutement des bénévoles, comment on fait une bonne fiche de bénévole. Plus la tâche qu'on demande est précise, plus on va aller chercher des compétences qu'on veut. C'est aussi un enjeu de jeunesse. Tu le disais, Delphine, d'aller chercher des gens qui ont le goût de faire ça, qui s'amusent à faire du montage visuel, mais qui pourraient avoir besoin de, euh, de validation historique de votre côté. C'est là que vous intervenez et que l'expertise citoyenne est tout à fait pertinente. Euh, et puis, j'ai perdu mon idée, mais effectivement, ça dépend des objectifs. Est-ce que vous voulez le faire pour annoncer des activités ponctuelles ou pour faire de la programmation régulière sur l'histoire? Ouais. Pouvons-nous, demande Alain Côté, pouvons-nous programmer la diffusion automatique de nos messages? Messages, on parle de publication, on parle d'interaction. Alain, est-ce que juste qu'on s'entende sur les termes, est-ce qu'on parle de post ou est-ce qu'on parle de publication? Parfait. Delphine. Publication. Alors oui, vous pouvez, bah, notamment sur Facebook et Instagram, vous pouvez programmer. Mais sur LinkedIn aussi, vous pouvez programmer vos publications. Il faut simplement créer votre publication comme si vous allez la publier. Vous avez comme une petite horloge à côté du bouton publier et là, vous pouvez en fait programmer votre publication. Sur Blue Sky, vous pouvez également programmer avec des outils comme Metricool, par exemple, qui sont des outils tout en un qui sont, en tout cas, Metricool est gratuit. En tout cas, je l'utilise en fait pour les publications du CQL sur Blue Sky. Donc oui, vous pouvez programmer vos publications facilement Ça et complète, rapidement. ça complète la question de tout à l'heure. C'était, oui, ça peut être chronophage de programmer des publications, de créer des contenus, mais
vous pourriez y accorder une journée ou une après-midi par mois et avoir un mois complet de publications déjà faites ou déjà en attente d'être calées. Je pense que présentement, Meta vous permet de publier jusqu'à 30 jours, peut-être 60 jours, 30 jours de mémoire, 30 jours, 30 jours, ouais. 30 jours. Donc, Mhm. vous avez, en une après-midi, vous pouvez, comme on dit, pardon l'expression, vous pouvez clencher un mois de contenu en étant régulier, en disant bah, je vais essayer de publier 2 fois par semaine, une fois le matin, une fois l'après-midi. Ça va aussi vous donner des statistiques sur ah, celle-ci a bien marché pour le contenu, pour l'heure. Donc c'est assez intéressant. Allen, vous aviez une question? Allen? Oui, ben, je m'excuse, je ne savais pas comment lever la main avec ce. J'ai changé ma caméra. J'ai pas le même setup. Fait que je vais le faire en main. Tout à l'heure, on a parlé des images libres de droit. Mhm. Nous, dernièrement, ben, l'année dernière, on a retrouvé des photos qui avaient jamais été, des photos inédites sur Winston Churchill, qui étaient passées à Québec, puis tout ça, puis qui avaient passé par chez nous. Puis les gens qui nous les ont prêtés avec grand intérêt, on les a, on a fait attention de ne pas les publier pour qu'ils soient recopiés puis volés. Puis on s'est fait même dire par un journal que ça servait à rien de mettre un, comment, je sais pas comment on Un appelle, là, filigrane? un filigrane, que ça servait à rien. Ils disent on est capable de les enlever. Ça fait qu'ils disent, garde, ils disent, ça va gauche à photo plus que d'autres choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Delphine aussi. Alors, ouais, je vais y aller. C'est vrai que le filigrane maintenant, avec, bah, il faut savoir le faire, mais c'est vrai qu'avec les logiciels d'Adobe, on peut facilement maintenant les enlever, les filigranes sur les photos. Ah, OK. Mais après, je me dis, il faut avoir confiance aussi en l'humain, entre guillemets, mais c'est ça. Dans l'enjeu de la notoriété, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que là où il y a de l'humain, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait qu'il y aura toujours des gens qui feront n'importe quoi Mm. et qui diffuseront et qui modifieront vos images. On en parlait lors de l'avant-dernière formation. C'est pas parce que les gens font n'importe quoi qu'ils sont couverts, y compris sur les médias sociaux. Vous avez toujours le droit d'avoir une espèce de gradation des sanctions, de contacter la personne pour lui dire attention, vous n'avez pas le droit. Contacter Facebook pour demander, pour réclamer votre droit de Pas propriété d'auteur. intellectuelle, droit d'auteur. Je souhaite pas l'escalader. Et puis, qu'est-ce que je disais? Et le filigrane, ça reste intéressant dans un enjeu de notoriété de dire que cette image, même si elle se partage, même si elle est diffusée, repartagée, modifiée plus ou moins bien, quand elle est publiée avec votre sceau, avec votre reconnaissance. C'est l'intérêt d'avoir, comme le disait Delphine, ou bien des filigranes, ou bien un, un, un style visuel, un ton et un visuel qui sont déjà prêts à l'emploi, notamment avec Canva, dans lequel vous insérez l'image originale, puis l'image originale qui circulera, on l'espère, avec la plus grande probité de la part des gens qui la partagent, va garder votre couleur, puis ça c'est quand même le fun. On a souvent l'impression de travailler gratuitement pour les médias sociaux, donc, si au moins vous pouvez en tirer de la notoriété, de la reconnaissance avec des images qui circulent parce que vous les avez portées, parce que vous les avez soignées et mises au monde, mises en lumière, euh, ça vaut quand même la peine d'avoir un filigrane. Sans parler de l'enjeu de protection qui reste. C'est le Far West, on est dans c'est la jungle, mais on fait ce qu'on peut. En même temps, je tenais à vous remercier puis vous dire, nous, la Société d'histoire Sainte-Brigitte de Laval, on a parti il y a 8 ans, puis en partant presque, on a lancé notre Facebook, qui a été très apprécié. On pensait qu'on n'aurait jamais assez de matériel. Oui. On est une petite municipalité de 700 personnes. Bon, finalement, on en trouve depuis 8 ans, puis on en trouve encore. On en trouve de très bonnes. Et en plus, on a notre site web et on a formé un blog qui est excessivement intéressant et suivi aussi. Fait que c'est intéressant. Lorsqu'on sort des articles sur le blog, on peut ajouter photos, commentaires, puis on peut le réajuster. Ça, c'est un des belles outils qu'on a. C'est vraiment là, quelque chose de très bien. Ouais, Je rebondis sur ce que vous dites, Alain. Si vous avez créé un blog, vous pouvez également
faire des publications pour renvoyer sur les articles de blog que vous créez. Ça peut être un des thèmes de publication sur les réseaux sociaux aussi pour avoir plus de visuels, en fait, enfin de visu sur vos articles. Oui, que lorsqu'on publie un article sur, disons, Facebook, ben, puis quand on a un article qui est avec pour le blog, Mhm. le titre du blog est là, prêt pour aller le regarder. Ça, c'est très bien. Parfait. On a une question de Kate Grenier. Sur Facebook, par exemple, est-il mieux de publier une vidéo ou une image avec texte? La vidéo est plus dynamique, mais demande plus de temps de consultation de la part de l'abonné. Laquelle est la mieux reçue par le public? Ça va dépendre le sujet, Mhm. je dirais. Mais si vous créez une vidéo pour les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est de mettre des sous-titres parce que certains, enfin pas mal de personnes en fait, mettent pas le son. Tu sais, genre ils sont par exemple dans le métro, ils vont peut-être pas avoir l'opportunité de mettre le son. Donc intégrer également des sous-titres dans vos vidéos. Mais encore une fois, pour répondre à la question entre vidéo et image, il faut que vous posez la question de quel est le plus, qu'est-ce qui peut être le plus marquant pour le sujet, en fait. Mhm. Moi-même, j'aurais tendance à dire plutôt l'image, juste pour le retour sur investissement. C'est beaucoup plus facile d'avoir une image avec un beau texte construit, puis ça voyage mieux. Une vidéo, à moins qu'elle fasse vraiment 15 secondes. Euh, Ouais, mais c'est compliqué de monter une vidéo. Il faut le montage, il faut de toute mettre façon, l'information pertinente dans la vidéo aussi. Donc voilà. parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le clavardage ou dans On a Jocelyn. Bonsoir, merci pour toutes les informations qui sont si pertinentes. Une expérience qu'on a vécue, nous, à la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, c'est l'appel à la population. Il y a quelques années, on a eu une explosion épouvantable ici à la CIL et on a fait un appel à la population à travers le site Facebook. Et on a eu plusieurs commentaires très intéressants de gens qui nous sont revenus avec du vécu. Et ces informations-là, sur ce vécu-là, ont été recirculées dans nos cahiers d'histoire. Ça a rendu le cahier d'histoire encore plus vivant avec ces petites informations-là qu'on a glanées à travers le Facebook. Fait que c'est un des outils qu'on a utilisé. De plus, comme deuxième commentaire que j'aimerais faire, moi, je tente beaucoup l'expérience de l'intelligence artificielle. Je m'amuse beaucoup avec ça et on a perdu? Hmm. ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. C'est bon? D'accord. Deuxième expérience qu'on a avec l'intelligence artificielle, on a eu une conférence dernièrement sur Michel de Salaberry, la guerre de 1812. J'ai été sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, où les images sont libres de droit. J'ai pris un portrait de Michel de Salaberry et avec l'intelligence artificielle, je l'ai fait parler et bouger en invitant les gens à venir voir la conférence qu'on donnait, telle date, avec telle conférencière, etc. Bien entendu, avec une inscription disant que l'image avait été créée avec l'intelligence artificielle sous la supervision de la Société d'histoire et en donnant la référence de Bibliothèque et Archives Canada et le numéro de référence de l'image. Tout ça pour dire que ça a amené beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de gens pendant la conférence qui sont venus me voir me dire ah, j'ai trouvé ça passionnant de voir ça, c'est amusant, puis ça m'a accroché. Et puis, je ne sais pas si ça a une cause à effet, mais ça a été la fois où on a eu une belle population qui est venue voir notre conférence. Ça a grossi un petit peu notre conférence. J'ai trouvé ça intéressant. Dernier commentaire maintenant. Nous avons à la société notre site Internet qui touche plus les membres, bien qu'il y a quelques aspects qui sont ouverts aussi à la population en général. On a notre site YouTube, qui est essentiellement de la vidéo régionale, qui a été faite d'une façon très professionnelle, très intéressante.
et on a notre Facebook. Tout ça travaille en interaction, mais chacun a leur clientèle précise, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, ces trois expériences qu'on a vécues à la Société d'histoire de les généalogies de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire qui sont pertinentes et j'ai très hâte d'avoir votre rencontre sur l'intelligence artificielle, parce que là, moi aussi, j'utilise le texte aussi, je remanie le texte, toujours avec vérification. Par contre, là, je ne laisse jamais aller. Je fais de la bande dessinée sur les sujets historiques, je fais des questionnaires. Fait que ce sera intéressant d'avoir cette discussion-là pour savoir où on s'en va avec ça, puis les barèmes et les structures qu'on doit utiliser. Alors, je vous remercie. Ça va être, il va falloir aller dans cette rencontre de janvier avec l'esprit ouvert, y compris de mon côté, qui est comme quelques réticences. Oui, je pense qu'on a manqué la deuxième idée. Vous parliez de la première idée qui était l'engagement de la communauté. Ça, je veux le garder pour plus tard. La troisième idée qui est la création d'images animées et l'intelligence artificielle. Mais il nous manquait la seconde, la deuxième, le son à couper pendant que vous parliez. Monsieur Méthode, méthode, méthode. Toujours la grande question du méthode ou métaux. Nonobstant ça, la question que je voulais amener, c'est la spécialisation de chacun des sites, le Facebook, le Mhm. YouTube, et ça, je pense que vous l'avez eu. Oui, Alors, ça fait le tour un non, petit peu de ce qu'on avait à dire. non. Ce qui nous manquait, c'est la première utilisation de l'IA. Avant que vous parliez de Salaberry de Valleyfield que vous avez animé, vous avez évoqué quelque chose d'autre, puis c'est là où le son a vraiment perdu. Ah, c'est que moi, je l'utilise aussi pour le texte, Mhm. que je remanie, mais que je revérifie toujours. Et à la Société d'histoire, on est en train de travailler sur une politique de l'utilisation de l'intelligence artificielle, le respect des droits d'auteur, bien entendu, qui est extrêmement important. J'ai fait un document qui porte essentiellement là-dessus, et un autre sur les barèmes qu'on devrait utiliser de l'intelligence artificielle sur nos sites Internet. Donc, ça sera en ligne droite avec votre future conférence. Ouais, je pense qu'on va se parler comme je vous promets. Ce que toute technologie mise à part, ce que j'aimerais retenir aussi de votre intervention, Monsieur Méthode, c'est le fait que nos organismes, nos sociétés d'histoire et autres, ce sont des organismes communautaires, ce sont des groupes communautaires, ce sont des acteurs sociaux en histoire et patrimoine, mais ce sont des acteurs qui font du lien social à travers l'histoire, pour le patrimoine, pour la généalogie. Et comme le disait Delphine, le monde, les Québécois, ils sont présentement sur les médias sociaux. Qu'on le veuille ou non, ils font de l'histoire déjà individuellement sur les médias sociaux. Il y a beaucoup d'individus qui se passionnent pour leur propre généalogie, pour leur propre histoire locale, qui sont dans des groupes plus ou moins historiques ou des groupes locaux, des groupes d'intérêts locaux. Il faut aller les chercher. Si on veut, c'est pas survivre ou abdiquer, c'est s'adapter parce que le public est là, parce qu'il y a des moyens assez formidables pour prolonger nos missions d'organisme en histoire, donc regrouper du monde autour d'intérêts communs, les sensibiliser à la défense, à la préservation du patrimoine et de l'histoire et des artefacts et du bâtiment, puis avoir cette valeur de générosité, d'engagement bénévole ou quasiment bénévole qui nous motive, ben ça se fait là où les gens sont, et là où les gens sont présentement, c'est là où on peut aller les chercher parce qu'ils sont ils, ils ont des sociétés d'histoire dans leur poche à chaque jour. Est-ce qu'on veut être là? Est-ce qu'on veut les aider à faciliter cette rencontre? Je pense que Monsieur Méthode nous disait que ben, ça peut se faire et que non seulement on peut aller les chercher, on peut aussi créer du contenu, on peut alimenter notre propre mémoire en sollicitant les gens beaucoup plus facilement que des entretiens téléphoniques ou aller vous vous rappelez la pandémie quand c'était impossible d'aller dans des maisons de retraite pour aller chercher ces mémoires-là. Il y avait cette solution d'aller contacter les gens par Facebook, par Internet, de dire, bah, parlez-nous de ce bâtiment, connaissez-vous telle personne, pouvez-vous nous aider à identifier tel ou tel bâtiment, telle ou telle personne. C'est un, on a beaucoup parlé de production de contenu, comment on produit du bon contenu pour aller chercher les bonnes personnes, mais il y a aussi le fait que il y a un accès direct à la mémoire que les gens peuvent diriger vers vous. C'est assez intéressant c'est décourageant parce que c'est des grosses machines californiennes, capitalistes qui font leur beurre avec ce qu'on leur donne, mais on peut aussi y voir une porte d'entrée pour peaufiner, bonifier nos pratiques et nos missions en histoire avec notre engagement social qui est assez malmené par l'individualisme qui s'exprime là où on est en train de se battre. Désolé, c'était long. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je me suis emporté. Je pense qu'on est bon.
Oui, Mais Léa Le Calvé. Oui, merci. Léa Le Calvé, Société québécoise d'ethnologie. Merci beaucoup, c'était très intéressant et j'ai glané plein de petites astuces. Vous l'avez bien expliqué, pour être sur les médias sociaux, il faut des bonnes pratiques, une identité visuelle, une cohérence. Et moi, je voudrais savoir, il arrive qu'on reprenne une page déjà existante depuis longtemps. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour assurer une bonne transition? Est-ce que simplement on annonce qu'il y a du changement? Voilà, parce que moi j'ai repris Facebook de la SQ il y a un an et j'ai tenté de justement instaurer certaines rubriques, mais en même temps je voulais pas trop déstabiliser un public d'habitués qui aurait eu bah voilà, une certaine identité depuis 8 ans par exemple. Voilà. moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment d'introduire en fait le changement d'identité, euh, simplement en fait en l'annonçant pour l'annoncer à vos abonnés et ensuite partir sur des visuels qui correspondent à la nouvelle identité de votre organisme. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, si, je voulais juste savoir, est-ce qu'une fois, tant qu'on annonce, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'on essaye d'introduire au fur et à mesure ou est-ce qu'on se dit non, non, là on y va, on met en place des choses et puis En fait, vous pouvez l'annoncer avec une publication, mais vous pouvez aussi l'intégrer dans la bannière, par exemple Facebook ou la bannière LinkedIn, euh, tout simplement pour annoncer que vous avez changé d'identité visuelle, pour que ça soit comme vraiment visible, en fait. merci. Avec plaisir. J'ai l'impression que ça fait le tour. Merci beaucoup Delphine. La réécoute et le support visuel vont être disponibles dans quelques jours pour les personnes participantes et puis pour les organismes qui pourront y accéder depuis l'espace membre. Depuis l'espace membre, merci, excellente formation. Donc on se revoit en janvier pour la formation intelligence artificielle. Euh, Comme je vous le disais, c'est moi qui la monte avec nos pratiques empiriques. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques. J'ai encore le temps de m'y pencher. Ça marche bien, la Fédération Histoire Québec en termes de médias sociaux. Fait que n'hésitez pas à me déranger pour des cas pratiques. C'est très le fun, c'est très chronophage, comme on le disait. Mais je pense que le monde est là, il faut aller où le monde est là où le monde est. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la formation intelligence artificielle. Vous pouvez aller sur notre page officielle événements, page onglet pardon, événements et formations. Delphine, un mot de la fin? Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si jamais vous avez encore une fois l'envie de mettre en candidature des bénévoles ou des personnes, des professionnels de votre organisme, nous avons les prix reconnaissance en loisirs où les inscriptions sont ouvertes encore jusqu'au 1er décembre. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.